Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous pour cette émission consacrée à l'échographie en médecine générale. Mais oui, vous avez bien entendu, c'est la question que nous posons. L'échographie a-t-elle sa place en médecine générale et pourquoi pas? Et avec quels objectifs et sous quelles conditions? Regard croisé entre médecins généralistes et radiologues, nous sommes ensemble pour 1 heure. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions via l'onglet sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Allez, c'est parti. Voilà, nous attendons toutes vos questions. Nos intervenants sont là, sont prêts à vous répondre et je vais vous les présenter tout de suite. À mes côtés, Dr Michael Corner, bonsoir. Vous êtes médecin généraliste en Normandie, c'est à Saint-Sébastien-de-Morsan. Tout à fait. Voilà. Alors vous êtes ici parce que vous pratiquez l'échographie depuis quelques mois et vous allez nous raconter, nous dire pourquoi, comment vous vous y êtes mis et puis surtout ce que ça a changé dans votre pratique. Avec plaisir. À vos côtés, c'est presque l'inverse, j'ai envie de dire, Dr Dominique Delsart. Vous êtes médecin généraliste à Bercé, c'est dans les Hauts-de-France. Alors vous ne pratiquez pas l'échographie, ce sera très intéressant de vous entendre parce que vous allez nous faire part de vos réticences en tant que médecin généraliste. Professeur Jean-Michel Correas, bonsoir. Bonsoir. Radiologue à l'hôpital Necker à Paris. Vous allez nous dire comment vous, en tant que radiologue, vous voyez l'apport de l'échographie en médecine générale. Et puis je termine avec le docteur David Debande, médecin généraliste à Saint-Non-la-Bretèche, dans les Yvelines. J'ai envie de dire presque le routard de l'échographie. Vous êtes même formateur et c'est avec vous que je vais commencer parce que je voudrais savoir un peu votre parcours par rapport à l'échographie en tant que médecin généraliste et formateur. Alors moi je me suis formé en tant qu'échographiste avec le DU à Paris 5, à l'époque c'était la faculté de Paris 5. À l'époque, c'est pas si... Oui, bon, ça a beaucoup changé entre temps, ça a pris plusieurs noms et maintenant c'est l'université de Paris. Mais à ce moment-là c'était à Paris 5, j'étais diplômé en 2016. Et puis, donc j'étais encore interne quand j'ai eu le diplôme d'échographie, et puis j'ai continué à pratiquer pendant mon internat, et dès que je me suis installé, j'ai continué à pratiquer l'échographie. Et comme je travaille à l'université, au département de médecine générale de l'université de Versailles-Saint-Quentin, que j'étais le seul à faire de l'échographie et qu'il y avait vraiment une demande des internes d'apprendre à pratiquer l'échographie. Du coup, je suis devenu un peu malgré moi, on va dire, mais finalement, je suis très content de faire l'échographie en médecine, d'enseigner l'échographie pour les internes de médecine générale. Parce que de toute façon, donc, si j'ai bien compris, à la base, il y avait déjà un intérêt. Il y avait déjà un intérêt. Tout de suite, oui. Il y avait un intérêt, mais... il y a un intérêt de votre part. Après, on verra l'intérêt de l'échographie en médecine générale. Effectivement, oui, de ma part, oui, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais c'était compliqué à mettre en pratique. Oui, il y avait déjà un intérêt de ma part. Alors justement, j'en viens à la question du principal apport et de l'intérêt que vous voyez de l'échographie en médecine générale. Alors, pour moi, dans ma pratique de tous les jours, je vois un apport pour mes patients en premier, puisque c'est dans le parcours de soins, ça permet d'optimiser, on va dire, le parcours de soins du patient. Surtout que nous, en médecine générale, on travaille énormément dans ce qu'on appelle l'incertitude diagnostique. On parle plus de diagnostic de situation que de diagnostic clinique. Finalement, il y a énormément de consultations qui se passent où on ne fait pas un diagnostic précis, on fait un diagnostic de situation. Et en fait, l'échographie va nous donner une aide, un outil supplémentaire. Voilà, pour affiner ce diagnostic de situation et dans pas mal de situations permettre d'arriver à un diagnostic certifié. Oui, ça permet d'en savoir plus tout de suite. Tout à fait. Voilà. Alors ça, c'est pour le patient, pour vous, en tant que médecin? Alors déjà, il y a l'intérêt intellectuel. Je trouve que c'est un outil génial et surtout, c'est vraiment le prolongement de notre examen. Donc, on optimise nos sens, on optimise notre vue, on optimise notre toucher. Donc, c'est vraiment une optimisation de notre examen. Quelque chose de très complémentaire. Voilà. Certains parlent d'échographie, d'autres d'échoscopie. Qu'en est-il? J'ai jamais vraiment compris ce débat. Pour moi, on est un échographe, on fait de l'échographie. Après, je pense que ce n'est que mon avis.
C'est peut-être pour certains utiliser ces définitions pour essayer de séparer l'échographie du radiologue de l'échographie du médecin généraliste. L'échographie du généraliste d'ailleurs qui peut s'apparenter à celle du radiologue si celui-ci est formé et compétent dans sa façon de faire de l'échographie. Mais en soi, pour moi, ça reste de l'échographie. On reviendra d'ailleurs sur les types de formation, mais déjà, professeur Correas, vous, échographie, échoscopie? Alors, en fait, l'échoscopie, c'est vraiment l'utilisation des ultrasons, de l'imagerie ultrasonore pour aller plus loin dans le diagnostic clinique. C'est quelque chose de très pratique qui est là pour répondre à une question très précise, qui est réalisée en quelques minutes, qui ne fait pas l'objet d'un compte-rendu, ni de la production d'images qui sont et de la production d'images et d'un examen qui est stratifié, c'est-à-dire qui va regarder l'ensemble des organes intéressés dans la pathologie. C'est aussi un examen qui ne va pas amener à une cotation, donc il n'y a pas de remboursement pour cet examen. Et donc on voit bien la différence avec l'échographie, qui est un examen systématique qui va intéresser l'ensemble des organes intéressés dans la pathologie, avec souvent des machines qui sont plus coûteuses, réalisées par un médecin. Alors ça peut être un médecin échographiste, ça peut être un médecin généraliste qui a fait une formation justement diplômante, ou par un radiologue, par un gynécologue, un cardiologue, une échographie au sens général du terme. Et donc il y a une imagerie spécifique, un compte-rendu et une cotation qui vont avec. Donc on voit bien que il y a une échoscopie très pratique pour répondre à un problème clinique et l'échographie qui est plutôt l'examen qui amène au diagnostic dans un cursus très stratifié. Si je peux me lancer dans un exemple, donc on imagine un patient qui arrive avec une douleur abdominale, l'échographie irait plus explorer l'ensemble des organes et l'échoscopie, voir déjà si, par exemple, il y a un calcul ou non. Ça répond à une question un peu plus fermée, mais c'est déjà pas mal. Oui, même de plus en plus, on entend même parler d'échographie clinique ciblée de plus en plus à la place de D'accord, comme prolongement de l'examen clinique d'un médecin généraliste. Je pense que c'était surtout une volonté d'avoir un terme bien français sur le terme échographie clinique ciblée, puisqu'on entendait beaucoup parler de Docteur Corner. Il y a une demande d'ailleurs de la profession de faire reconnaître l'échoscopie en termes de cotation auprès de l'ACNAM, qui pour l'instant s'y refuse. Mais ce sont des questions sur lesquelles on pourra revenir. Mais quand vous entendez le docteur de Bantes, et vous, dans votre pratique depuis quelques mois, c'est un peu ce que vous diriez aussi, ce que vous pourriez décrire, c'est-à-dire c'est le prolongement pour vous, presque du stéthoscope en fait. Complètement. Ça a de multiples atouts. Alors moi, je suis vraiment dans une région vraiment très sous-médicalisée. Oui, la Normandie. La Normandie, du côté d'Évreux, avec des délais en échographie qui sont vraiment de l'ordre de 2 à 3 mois. Voilà. Donc quand vous avez besoin d'une échographie et qu'il faut attendre 2 mois en fait pour avoir le rendez-vous et que vous revoyez le patient ou la patiente 2 mois plus tard, en fait c'est trop long, quoi. C'est devenu trop long. Alors effectivement, si on suspecte quelque chose de grave, on peut toujours prendre son téléphone pour appeler le radiologue. Les radiologues sont toujours de bonne composition. On peut faire passer en urgence, mais pas 10 patients à la journée. C'est ça, mais il y a un moment donné, on en arrive à avoir limite en fait la différence entre l'urgence et la sururgence, quoi. Donc on s'en sort plus, et je pense qu'effectivement même les déchargés d'échographie qui sont entre guillemets, parce que je pense qu'il faut mettre beaucoup de guillemets, qui sont un peu plus basiques, ça peut aussi leur permettre de dégager d'autres rendez-vous pour des échographies qui sont plus dans leur champ de compétences. Oui. Même si leur champ de compétences est total par rapport au médecin généraliste, il n'y a pas d'opposition du tout entre le radiologue et le médecin généraliste en échographie. Vraiment, le but du jeu, c'est d'apporter en fait une amélioration de la prise en charge du patient, parce que 2-3 mois de délai, véritablement, c'est trop, quoi. Donc, ce qui ne veut pas dire que le patient auquel vous allez proposer cet outil, il se peut que vous l'envoyiez quand même vers un radiologue. Tout à fait. Ou pas. Tout à fait. Parce que quand même, du coup, ça renseigne déjà sur... Tout à fait. Alors, ça va vraiment dépendre des cas. Ça peut effectivement, comme disait le docteur de Bantes, ça peut effectivement rassurer le patient et nous rassurer aussi, parce que encore une fois, avec des délais larges, on garde toujours en tête en fait le patient en mémoire. Si on attend en fait le résultat d'échographie, et effectivement, c'est pas très confortable ni pour le patient ni pour le médecin. Et il y a des échographies qui sont un peu plus simples, même si le musculo-squelettique c'est
c'est difficile. Rechercher en fait une bursite en fait sur un tendon calcanéen où c'est déjà visible cliniquement, là pour le coup on gagne quand même du temps et dans ce cas-là prescrire la kiné immédiatement et pas être obligé d'attendre le résultat, revoir le patient. Donc on diminue finalement les délais de rendez-vous, on améliore la prise en charge du patient, ça diminue finalement aussi le coût pour la sécurité sociale parce que ça diminue le nombre de rendez-vous. Donc je pense que vraiment il y a un grand bénéfice à pratiquer l'échographie en médecine générale. Je vous pose la question à tous les deux. Comment ils réagissent, les patients? Parce qu'on n'a pas tellement l'habitude de l'échographie ou l'échoscopie en médecine générale. Quelle est leur réaction? Ça passe comme une lettre à la poste ou... Bien, en tout cas, j'ai jamais eu de mauvais retour de la part des patients. Au contraire, en général, ils sont plutôt très satisfaits, très contents qu'on puisse leur proposer ça. Ultra contents. Et il y a des moments, c'est presque naturel. Ils me disent, tiens, docteur, vous venez me faire une échographie. Parce que chez vous, ils sont habitués maintenant, mais... Oui, mais même au début, c'était déjà ce genre de réponse qu'on avait. Ça a été relativement simple. Oui, complètement. Et puis oui, ils sont très heureux d'avoir une échographie immédiate, quoi. Comment vous voyez, à quel regard vous portez sur cet apport en médecine générale, vous en tant que radiologue, professeur Correas? Moi, je suis pour l'utilisation de ces ultrasons comme un moyen de prolonger l'examen clinique. Et le cœur, en fait, de cette pratique, c'est évidemment la formation. Parce que ce qui est difficile, c'est être certain qu'on n'a pas raté la tumeur du rein du pôle supérieur du rein gauche qui est difficile à voir. C'est la tumeur hépatique, la métastase qui est isoéchogène et qui est difficile à voir. Et il faut bien comprendre que l'échographie, ça reste un art, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile finalement dans notre pratique que du scanner ou de l'IRM. Et évidemment, il faut prendre en compte le fait que les machines d'échographie ont beaucoup évolué, mais que les machines qui sont dédiées, disons, à l'échoscopie ou à l'échographie, disons, de niveau 1, ce sont des machines qui sont moins chères et qui sont le plus souvent, alors je ne veux pas faire de généralité, mais qui sont le plus souvent de moins bonne qualité. Donc bon, après, voilà ce qu'on en attend. Tous les deux, ils m'ont l'air relativement prudents et ils voient ça comme un outil supplémentaire au diagnostic. Et c'est pour ça que... À l'examen clinique, en tout cas. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas voir ça du tout comme une concurrence entre médecins généralistes ou médecins radiologues. C'est complètement stupide comme combat. Et aujourd'hui, il faut essayer de prendre le mieux possible en charge les patients. C'est vrai que c'est ça l'enjeu. Alors, docteur Delsart, est-ce qu'en entendant vos confrères, vous êtes un peu convaincu, pas tant convaincu? Quelles sont vos réticences par rapport à cet outil? Racontez-nous un peu ce que vous en pensez. Ce que je retiendrai de ce que je viens d'entendre, déjà, c'est la première réticence, c'est qu'on a déjà beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses pour rester à peu près bon, ou pas trop mauvais, on va dire. Et là, ça a été dit d'entrée, c'est une formation en plus. Alors, on n'a pas parlé du nombre d'heures pour cette formation. Ça va venir, je ne sais pas, mais bon, moi j'en ai fait, il y a des formations qui prennent vraiment du temps. Donc je pense que c'est pas pour tout le monde, ça doit sûrement être fait pour des gens, il l'a dit, je suis tombé dedans étant petit, j'avais besoin de ça, etc. Voilà, donc il y a vraiment forcément des médecins que ça va passionner. On est peut-être en avance pour dire que ça peut aller dans tous les cabinets, que ça peut être un automatisme avec les envois d'avis ou des choses comme ça, comme on peut faire actuellement en dermato, par exemple. Donc ce qui me fait un peu peur, c'est cette formation, ce que ça représente, le temps, le fait d'être tout seul après, est-ce que la formation est suffisante pour éliminer et ne pas faire d'erreur? Et puis aussi, moi je ne sais pas, j'en demande peut-être 1 à 2 par jour, grand maximum d'échographie. En cabinet de radio. Alors, est-ce que je fais mal mon boulot ou est-ce que la clinique me suffit? Et vous les avez en combien de temps moi, je les évite. Donc, c'est 15 jours. 15 jours, c'est déjà long. C'est ça. Non, mais 15 jours, c'est spécial. Non, mais c'est même pas un problème de délai, c'est que je sais. Après, c'est comme toujours. Quand on a l'outil sous la main, forcément, je pense qu'on en fait vachement plus. Oui, certainement que si on doit adresser à un radiologue. Mais moi, ma demande quotidienne est pas énorme, quoi. Donc, est-ce qu'on peut être bon en faisant 2-3 par jour? Alors, on va revenir sur les arguments qui vous retiennent éventuellement. Professeur Correas, on entend... Alors, déjà, dans votre service, à Necker, il y a des médecins généralistes qui pratiquent? Oui, absolument. Ouais. Moi, je vous l'ai dit, il n'y a pas de
concurrence, hein. On est là pour essayer de faire le mieux possible. Et donc, dans notre service, nous avons 2 médecins généralistes, dont une praticienne qui est à la fois médecin généraliste, qui consulte et qui a une activité d'échographie, et donc parce qu'elle a fait le diplôme interuniversitaire d'échographie, et l'autre, un médecin généraliste qui s'est dédié uniquement à la pratique de l'échographie. Donc vous voyez, en fait, l'important, c'est la formation. Et c'est ça. Alors justement, quelle formation le DU, c'est quoi? Alors il y a une formation diplômante. D'abord, c'est une formation diplômante. C'est la seule qui existe pour l'échographie. C'est le diplôme interuniversitaire d'échographie qui a lieu à l'université Paris-Cité ou Paris-Centre. Et cette formation, elle représente un très gros investissement puisqu'elle se déroule sur 2 années, avec une année plus théorique avec des stages de base et ensuite des modules que le médecin en apprentissage va pouvoir acquérir petit à petit pour diversifier sa formation et qui vont répondre finalement à la question qui est la sienne. Un médecin qui s'intéresse à la thyroïde va faire surtout les modules vasculaires, cervicaux et thyroïde. Celui qui s'intéresse à l'imagerie abdominale, évidemment, ne sera peut-être pas forcément passionné par l'échographie thyroïdienne. Donc vous voyez, c'est vraiment savoir répondre à la question du praticien. Et il n'y a pas que des médecins généralistes, évidemment, qui s'inscrivent. On a des médecins urologues, des médecins gynécologues qui veulent diversifier leur connaissance de l'échographie. Mais du coup, quand on est généraliste, on peut trouver un terrain de stage en s'inscrivant au DIU, parce que la rumeur qui court à chaque fois qu'on parle des DIU, c'est qu'on ne trouvera pas de terrain de stage. Mais bien sûr que le nombre de terrains de stage par rapport au nombre de médecins inscrits est limité. Et si on veut les former correctement, il faut leur donner accès à la sonde. Je pense pas, c'est pas une spécialité qu'on apprend en regardant les autres faire. Je pense que ce qui est très important, c'est vraiment de prendre la sonde, et donc forcément, le nombre de terrains de stage est limité. Mais aujourd'hui, je pense que réellement, il y a la possibilité de se former. Et si je peux rajouter encore une chose, je crois que ce qui est très important, c'est après. C'est pas une spécialité ou c'est pas un exercice de la médecine où on peut dire ça y est, j'ai mon diplôme, je sais faire. Mais évidemment que le médecin va continuer à progresser en faisant de plus en plus et en regardant les différentes pathologies qui l'entourent, en regardant les autres examens d'imagerie en couple. Voilà, donc c'est juste une initiation. Et après, il va falloir continuer à se former et à progresser. Comme tout en médecine. Ça, c'est un peu, j'allais dire, comme dans toutes les disciplines, hein, même pas que en médecine d'ailleurs. Hein, oui, c'est vrai, mais c'est encore plus vrai, je dirais, pour cet exercice qui n'est pas un exercice facile. Ouais. Il y a d'autres types de... Oui, dites-moi. Une petite question pratique. Ça veut dire quoi en temps, tout ça? Parce que sur 2 ans, c'est 2 ans... 2 ans, c'est combien d'heures? C'est combien de jours de fermeture? C'est combien de semaines? C'est de façon récurrente pendant 2 ans. C'est un gros investissement en temps, c'est très clair. Hein. Ouais. Il y a d'autres types de formations? Oui, tout à fait. Alors, il y a déjà d'autres DU qui se sont montés, mais contrairement aux fameux DU, ne sont pas reconnus par l'ordre des médecins. Il y a aussi également des formations FAV, des formations DPC, qui ne sont pas non plus des formations diplômantes. L'objectif de ces formations, dans la très grande majorité des cas, c'est de surtout faire une découverte, des séminaires de découverte de l'échographie. Ouais. La montée en compétences, comme le dit le professeur Correa, c'est surtout la pratique. Effectivement, l'échographie sans pratique, ça vaut rien, ça demande beaucoup. Et ces formations-là sont un peu moins chronophages? C'est pas qu'elles sont moins chronophages, c'est que, enfin oui, par rapport au DU, oui, clairement, mais c'est surtout que ce sont des séminaires de 2 jours, 2 à 3 jours. Parfois, certains prennent la forme sous forme de 3 jours de formation, mais clairement, un séminaire n'est clairement pas suffisant pour apprendre des compétences en échographie. C'est souvent des initiations, des découvertes. Des approfondissements, il y a des sessions d'approfondissement. Il y a des formations d'approfondissement, mais clairement, une seule formation, bien évidemment, ne sera jamais insuffisante. Après chronophage, oui et non. En fait, ça dépend combien on en fait, parce que quand on prend le Comment FAF... vous avez géré, vous? En fait, j'ai fait que des formations médicales continues en FAF, en fait. Je crois que j'en suis à ma 13e. Donc 13 fois 2, ça fait quand même 26 jours. Et c'est gérable avec un planning de médecin généraliste? C'est pas simple, mais
Encore une fois, c'est un atout pour le patient, c'est un atout pour le médecin. Donc à un moment donné, effectivement, je dis pas que c'est Il faut être facile. motivé, évidemment. Oui, il faut être Et motivé. après, ça demande une organisation assez millimétrée. Oui, Hein oui. Mais bon, après, on gère. De toute façon, on commence toujours à gérer en médecine générale. Hein. Ouais, je vois la perplexité quand même par rapport à l'organisation pour dégager ce temps de formation. Oui, oui, parce que quand on écoute les revendications des médecins, tout le monde dit qu'on est débordé, et on est débordé, et qu'on a des rendez-vous loin, etc. Et pour être compétent, alors après, on n'a même pas parlé cotation, on a parlé juste compétence. Il faut déjà beaucoup d'heures de dégager beaucoup de temps Ouais. pour. Et alors moi, je vois l'autre côté, pour combien par jour, quoi. C'est pour regagner du temps après aussi. Ouais, non, mais pour combien d'actes demande, enfin, c'est ce que je disais, combien d'actes d'échographie je demande par jour réellement? Même au-delà de ça, il y a quand même l'obligation, enfin, c'est pas une obligation encore, mais c'est presque une obligation éthique de se former en médecine, Oui, mais et de justement, toujours se former. Ah, mais en médecine générale, on a. Ça, de faire évoluer sa pratique. on a quand même. Oui, alors, oui, enfin rester à jour dans ses connaissances, c'est pour ça qu'il y a le FAF et le DPC, et Oui, justement mais là, le c'est pas DPC. rester à jour dans ses connaissances, c'est découvrir une nouvelle connaissance. C'est différent. Et en dehors du temps de formation, on a le temps, en tant que médecin généraliste, quand on a les patients qui défilent toute la journée, de consacrer à un examen supplémentaire. Alors, Est-ce qu'on fait des examens spécifiques ou est-ce on les intègre à la consultation? C'est un choix. C'est un choix. Il y en a qui vont reconvoquer les patients. Alors pour le coup, là, ça rajoute en fait des consultations qui vont faire une demi-journée dédiée à la consultation. Ouais. En général, C'est pas le choix que vous avez fait. Non, c'est pas le choix que j'ai fait. En général, ceux-là, ce sont ceux qui ont déjà pas mal avancé et qui commencent à faire de la cotation, donc des comptes rendus. Moi, j'étais parti pour faire ça au début, puis je me suis rendu compte que c'était pas le meilleur moyen pour m'améliorer dans la pratique de l'échographie. Donc, véritablement, en fait, maintenant, j'allume l'appareil le matin, je le laisse allumer toute la journée, et donc, dès que j'en ai besoin, la sonde elle est déjà prête. Et je fais pas une échographie globale et aussi poussée que celle d'un radiologue. C'est pour moi, en fait, un signe clinique supplémentaire, je m'en sers pour affirmer un diagnostic ou infirmer un diagnostic, parce que le signe négatif, c'est aussi important que le signe positif. Et ça permet effectivement de donner directement un diagnostic sûr. Enfin, sûr, il n'y a jamais rien de sûr en médecine générale. C'est le prolongement du stéthoscope. C'est le prolongement du stéthoscope. Ouais, Oui, c'est comme ça que vous le voyez. Oui, c'est le prolongement du stéthoscope. Et je pense qu'on est nombreux à le dire. Hein. Et le fait que la machine soit à dispo, tout le temps allumée, c'est par expérience, vous vous êtes rendu compte que finalement on s'en sert plus? Bah oui, puis ça reste un ordinateur, hein, donc parfois ça met quand même 1 à 2 minutes avant de démarrer. Donc en fait, quand on est au taquet, parce qu'on est tous en médecine générale, on n'a pas le temps d'attendre 1 à 2 minutes. Il y a aussi un apport majeur aussi dans la pratique de l'échographie en médecine générale, c'est sur l'échographie pulmonaire. Ce sont des échographies qui sont pas faites a priori pas faites par les radiologues en France, qui sont faites quand même à l'étranger, en Allemagne, je crois même aux États-Unis, mais ça je pourrais pas l'affirmer, et qui permettent de diagnostiquer en fait des pathologies pulmonaires de type infection pulmonaire chez l'enfant. Et là encore, ça nous permet en fait d'avoir un diagnostic immédiat certain, d'éviter une radio, d'éviter une irradiation chez l'enfant, et puis de prescrire l'antibiotique si besoin, si c'est positif, immédiatement. Vous validez, professeur Correas? Alors, moi, j'ai une expérience de l'échographie pulmonaire et pleurale en tant que radiologue. Et j'ai utilisé cette échographie lors du Covid et les résultats étaient... Ouais. Mais pour le Covid? Pour la pneumopathie du Covid, qui n'est pas finalement parfois pas très différente de celle d'une pneumopathie interstitielle diffuse. Et donc les résultats étaient plus difficiles. Voilà, et je dirais... je ne dis pas que ce n'est pas inintéressant, je dis que la valeur diagnostique est difficile. Et moi qui fais beaucoup de scanners, évidemment, qui dans le poumon, c'est certainement l'examen de référence, je ne vois pas très bien comment quelques lignes B ou A vont oui, mais chez l'enfant, vraiment chez l'enfant, là. Mais la pneumopathie peut être profonde. Quand elle touche la plèvre, évidemment, mais quand elle ne touche pas la plèvre, je pense que c'est plus difficile. Enfin, chacun après a sa pratique, son expérience, et surtout, ce que je dirais, c'est que l'échographie, elle va nous permettre d'éliminer des choses. Et un examen qui apporte des éléments négatifs, ça, c'est très important. Ça renseigne déjà. Exactement, c'est un renseignement très important. Et qui permet de ne pas perdre du temps et de l'argent. Exactement, Voilà, qui permet d'aller plus vite dans le diagnostic. Et de cibler et orienter de façon plus appropriée le patient vers des explorations judicieuses. Alors je parlais d'argent justement parce que c'est un petit peu aussi le nerf de la guerre. Docteur Delsart, vous y avez des réticences sur le coût, l'investissement. Combien ça coûte? L'appareil? Ouais.
Ça dépend. D'abord, quel type d'appareil? C'est comme si on disait Personnellement combien coûte une voiture. Voilà. Personnellement ou en général? Là, on parle de l'échographie en médecine générale. Ça dépend. En Vous gros, êtes chez SOS médecin, ce sera plutôt un appareil portable, voire ultra portable. Vous Ouais, êtes donc il y a des médecin appareils au portables, cabinet, ultra vous portables. pouvez être avec un appareil console assez conséquent qu'on ne déplace pas. Vous êtes urgentiste, vous allez travailler avec des appareils avec un format laptop. C'est très, très variable d'une pratique à une autre. Et c'est ça qui est plutôt bien, c'est que justement on peut adapter l'appareil au type d'activité. On est sur quoi? Des fourchettes ultra portables autour de 5 000 €? Alors maintenant, dans les ultra portables, il y a même un petit nouveau qui vient de pointer le bout de son nez. On est à moins de 1 000 € maintenant, certains oui. appareils. Et puis, alors ça c'est en plus un Échographie projet, portable ou portable? Ou console, je parle? Alors les consoles, ça peut monter très très haut. Les laptops, on est autour de entre 10 et 15 000 €. Et puis des appareils portables. Alors pareil, on peut avoir les portables en tant que tels, on peut avoir des gammes de prix allant de 10 000 à 25 000 €. À titre de comparaison, quand on est en expertise en radiologie? Alors, une machine d'expertise en radiologie qui vient avec des modules d'élastographie, d'échographie de contraste, d'utilisation de sons de très haute fréquence va coûter, et les dispositifs de fusion d'images, ça va coûter entre 100 et entre 90 et 120 000 €. Mais ça, c'est pour le radiologue. Ça sera Oui, pas. on parlait voilà, de... oui, voilà. C'est ce que je dis. Et en plus, c'est la machine d'expertise du radiologue. Oui. Le radiologue peut utiliser dans sa pratique quotidienne des machines qui ont un coût entre 60 et 80 000 € aussi. Hein. Comment et puis, vous ça avez vu dépend du nombre de l'investissement, sondes. vous, docteur Corner? Vous êtes passé par le portable, je crois. Hein. Non, je suis pas passé par le portable. Non, je suis allé au congrès de médecine générale et je suis reparti avec un contrat pour. Voilà, il paraît qu'il y a des acheteurs compulsifs aussi chez les médecins généralistes. Hein, oui, je voulais avoir quelque chose de. Qui tenait la route dès le départ. Ouais, enfin, alors je dis pas que les autres ne tiennent pas la route, hein, mais au niveau des images, du confort, moi, je voulais directement travailler sur quelque chose qui me correspondait aussi, puisque de toute façon, quel que soit le matériel que j'achète, en général. Je fais pas semblant et comme mon cabinet est fait comme ça, hein, donc voilà, je me suis pas posé la question. Vous n'avez pas l'air de regretter l'investissement. Pas du tout. Mais non, pas du tout, parce que je pense que c'est important en fait de vivre avec son temps. Je pense que oui. Après, Vous êtes hors du temps. C'est gratuit. Merci pour le message. Moi, je pense qu'ils ont tout à fait raison, mais honnêtement, je pense que c'est fait pour des passionnés qui veulent se lancer là-dedans. Un exemple financier qui n'a rien à voir, mais j'ai encadré une thèse sur la spirométrie. C'est le dépistage de la BPCO. L'appareil coûte 1 000 €. Le gros frein des médecins, c'était le prix. 1 000 €. Formation 3 heures. Alors après, ça dépend si on a beaucoup de patients BPCO aussi. Non, mais c'est pas le truc. C'est que c'est un frein pour quelque chose qui est hyper rentabilisé tout de suite et qui coûte rien. Oui. Là, on parle de 20 000 €. Donc, je pense que pour certains médecins, ça doit être énorme. Et pour d'autres qui sont passionnés, c'est pas un problème. Ouais. C'est simplement ça. Et en médecine générale, on a tous nos attirances pour certaines choses. Bon, oui, alors après, moi, je pense aussi que il y a la plus-value aussi. Alors, je voudrais qu'on les liste un peu à vous deux. Non, parce que quand même. Si on doit donner donc une liste d'avantages. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même un peu attaqué, pharmacien traitant, IPA, enfin voilà. Donc à un moment donné, peut-être qu'il faut aussi que le généraliste commence à offrir autre chose que son stéthoscope qu'il a depuis. Ah oui, avec l'arrivée des infirmiers en pratique avancée, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc il va falloir trouver une plus-value. Surtout qu'aujourd'hui, finalement, il y a aussi le plus gros concurrent, c'est Google, quoi. C'est-à-dire les gens, ils en savent. Voilà. Donc malheureusement, alors parfois c'est pas utile, mais parfois il faut pouvoir leur prouver que effectivement ça se voit ou ça se voit pas, il y a rien. Moi, en otoscopie, par exemple, je peux leur montrer en fait la photo de leur tympan. Hein. J'ai un otoscope, on met l'iPhone dessus, on sort la topo, vous voyez, il n'y a pas d'otite. Oui, mais la malle, bah oui, mais vous voyez, il n'y a pas d'otite. Donc l'échographie, c'est aussi pédagogique quelque part.
Après, on est aussi responsable de cette situation. Hein. Quand on voit qu'on a des médecins généralistes qui consultent des otites sur Internet via téléconsultation, qui vous diagnostiquent des otites sans même pouvoir regarder le tympan et qui prescrivent des antibiotiques, du coup, on se dit que n'importe qui peut faire ça depuis son téléphone. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour faire ça. On a quelqu'un qui dit qu'il a mal à l'oreille, qu'il a un peu de fièvre, très bien, on va lui prescrire des antibiotiques. Donc effectivement, il faut que le médecin généraliste se réapproprie ses compétences. On voit dans beaucoup de pays, l'enseignement de l'échographie se fait dès le cycle initial des études de médecine. Dès le deuxième cycle, on a des cours d'échographie avec l'enseignement de l'anatomie via l'échographie. Je pense qu'on parlait des gros freins à l'échographie en médecine générale, on parlait du temps qui était un gros frein à la formation. Il est clair que si on pouvait enseigner l'échographie, et pas que aux médecins généralistes, mais à l'ensemble des spécialités, parce que finalement il y a énormément de spécialités qui ont besoin de l'échographie pour optimiser leurs compétences, si on pouvait rendre l'échographie de façon plus naturelle dans la pratique des médecins, et notamment l'enseignant au premier cycle, deuxième cycle, en plus du troisième cycle, et en plus après dans la formation continue, c'est clair qu'on ferait sauter énormément de freins. Et je pense que le problème de l'argent, au final, c'est un faux frein, puisque quand on regarde que quand on code des examens, au final, l'appareil se rentabilise, et puis l'appareil en général c'est des locations longue durée, donc on va le revendre à la fin des 5 ans de location pour en acheter un qui est encore plus performant, parce qu'en 5 ans il y a des appareils encore plus performants qui vont arriver sur le marché. Donc je pense que, après, et puis même il y a des études qui le montrent, que le plus gros frein ça reste la formation, qui est effectivement longue et chronophage, parce qu'elle est mal intégrée dans la formation des médecins, et pas que en médecine générale, dans toutes les spécialités confondues, sauf en radiologie, puisque bien évidemment il y a une grosse plus-value aussi, c'est quand on est... Moi je suis maître de stage depuis la fin de l'année dernière, les internes veulent savoir si le médecin généraliste du stage en question a un appareil d'échographie. Ils veulent tous apprendre l'échographie. J'en sais rien, mais enfin, il y en a quand même beaucoup qui veulent apprendre l'échographie. Ils se renseignent pour savoir si il va y avoir un appareil. Moi, ce qui m'étonne par rapport à ce que tu es en train de dire, les étudiants qui n'ont pas de stage forcément en radiologie, moi, les patients qui viennent avec leur échographie, leur scanner, leur ARM, l'étudiant, il prend les images et il regarde et il s'y intéresse et il essaie de les interpréter. Moi, j'y connais rien du tout. Donc, on est vraiment dans deux générations complètement différentes. Et ce qui est étonnant, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils s'intéressent à des images sans avoir fait de stage de formation pour ces images. Donc, après, ils en voient tellement que forcément, ils se forment de façon automatique. Mais le frein, il pourrait être là. Il y a deux générations. Il y a ceux qui en ont. C'était des examens complémentaires obligatoires qu'on n'a jamais vus à l'hôpital en formation en stage. Et des étudiants, c'est leur pain quotidien, comme lire une biologie, ou voir un ECG. Oui, sauf que moi maintenant, avant je faisais comme ça, je regardais pas les images, je regardais que le compte rendu. Maintenant, je regarde les images. Ça fait partie de l'éducation des étudiants aussi. Allez, un mot du professeur Correas, et puis après on va prendre les questions. Je peux vous dire qu'il y a les questions qui arrivent. Moi, je trouve ça très intéressant parce que d'abord, on a essayé de mettre en place, et on a mis en place un module de formation à l'échographie de niveau 1 pour les étudiants en médecine à Paris-Descartes. Donc ça a très bien marché initialement, puis après on est en train de retravailler ce module. Donc ça veut dire qu'on s'intéresse, et je pense que donner cette formation aux étudiants en médecine, je pense que c'est déjà une belle approche, avec une partie d'anatomie, une partie de stage pratique, et même on avait développé ce concept qu'on leur passait un appareil d'échoscopie pour une semaine, dans le cadre d'une collaboration avec les constructeurs, évidemment, sans exclusivité de la part des uns et des autres. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a mis au point des modules d'anatomie appliqués, où aujourd'hui les étudiants en médecine découvrent l'anatomie à travers l'imagerie en coupe, plutôt que de faire des croquis, des schémas et apprendre par cœur les insertions du grand adducteur. Et ben aujourd'hui, on essaye de leur donner une vision très pratique de l'imagerie, et de l'imagerie vivante, et pas de l'imagerie du cadavre. Et je crois que l'échographie, comme le scanner ou l'IRM, mais aussi l'échographie avec son temps réel, est un outil fabuleux pour faire découvrir l'anatomie du vivant aux étudiants. Alors, j'ai beaucoup de questions qui arrivent, donc je vais commencer à vous en livrer certaines. Une question qui vient de quand: l'utilisation de l'échographie en médecine générale va-t-elle limiter le nombre de gens, de patients qu'on adresse vers les spécialistes? Spécialistes, j'imagine toute autre spécialité que la médecine générale confondue.
Ce sera le cas quand les médecins généralistes seront suffisamment formés, suffisamment nombreux à pratiquer l'échographie pour que ça diminue. Et d'ailleurs, j'en avais discuté avec certains radiologues et d'autres spécialistes, dont la peur qu'ils m'ont exprimée sur le fait que les médecins généralistes fassent de l'échographie était la même que celle que tu as exprimée tout à l'heure sur des médecins généralistes avec les IPA. Ça veut dire que nous, médecins généralistes, on a peur que si les IPA voient nos angines, nos grippes et nos rhumes, du coup, on se retrouve plus qu'avec des patients très lourds et très complexes qui nous prennent beaucoup de temps. Et du coup, pour le même tarif, on se retrouve avec des consultations beaucoup plus longues, beaucoup plus complexes et beaucoup plus chronophages. Et en fait, il y a cette même vision chez les autres spécialistes que les médecins généralistes. Le médecin généraliste qui fait de l'échographie, si le médecin généraliste fait de l'échographie et qu'il est suffisamment performant, le risque, c'est quoi? C'est que tout ce qui va être simple, ça va être le médecin généraliste qui va le voir. Et par contre, toutes les échographies un peu plus compliquées, qui sont chronophages, qui prennent du temps, ça va être pour les autres spécialités. Et pourtant, eux, ils seront payés le même tarif de l'acte pour faire des examens plus longs, plus compliqués. Et donc, je comprends tout à fait certaines appréhensions qu'il peut y avoir. Je ne pense pas que le problème du développement de l'échographie en médecine générale doive se limiter à ce genre d'appréhension, tout comme je ne pense pas que l'appréhension qu'ont les médecins généralistes doivent limiter le développement des IPA, mais ça c'est un autre débat. Tout est une question en fait d'organisation des soins. Question Alors, pour vous, Monique, pardon. dites-moi. Pour rebondir, je ne suis pas certain que les radiologues aient peur de perdre les examens normaux. Et je crois qu'au contraire, la force de l'imagerie et la force du radiologue, c'est justement... Et moi, c'est l'intérêt que je vois à ce développement de l'échographie de la part du médecin généraliste, c'est justement d'éviter ce volant d'examens qui nous arrivent, qui sont normaux. Et évidemment, que l'examen soit normal, ça ne veut pas dire qu'il était inutilement prescrit ou mal réalisé, bien entendu. On avait juste besoin de confirmer qu'il n'y avait rien. Exactement. Voilà. Et donc, quand nous, on a pris une machine d'échographie portable qu'on a mis à la disposition des services cliniques, sous la direction des radiologues, eh bien, au début, tout le monde a pensé « Ah là là, mais on va faire beaucoup moins d'échographies ». Mais ce n'est pas vrai. Ouais. On a fait moins d'échographies pseudo-normales qui sont faites par le clinicien au lit du patient et on n'a pas diminué notre nombre d'échographies. Donc, je crois que je partage vraiment ta vision. C'est une fausse peur. Une question pour vous, docteur Corner. Y a-t-il des frais cachés ou supplémentaires, des frais d'entretien, des frais d'installation liés à l'acquisition d'un matériel? Alors, des frais cachés, non. Mais... Ce qu'il voulait dire des frais annexes, peut-être. Bah non, à part d'entretien. L'entretien est difficile de la machine, non? Il faut essuyer la sonde, c'est pas très compliqué. Oui. Non, frais d'installation par rapport au coût d'achat. Non, il y a une fois qu'en fait on a signé le bon d'achat, la machine est livrée par le constructeur. C'est quoi les étapes du processus d'acquisition? En fait, il faut impérativement essayer en fait avant d'acheter les appareils. Donc pour ça, il y a des congrès, il y a des formations, etc. Il y a tout un tas d'endroits où on peut essayer. Une fois qu'on a fait son choix, on discute avec le commercial du constructeur. Faut pas hésiter de négocier les prix, ça peut pas faire de mal. Hein. Et puis il faut vraiment cibler sa machine parce que là effectivement, en médecine générale, vous pouvez aller effectivement de 1 000 euros à 40 000 euros. Hein. Alors les prix stratosphériques au-dessus, c'est pour les radiologues, mais oui, on peut arriver pour celui qui est chevronné en échographie. Moi, j'en connais qui ont pris des machines à 45 000 euros. Après, c'est le financement. Alors, soit vous avez le cash, très bien, achetez-le, hein, pas de problème. Soit vous faites ce que disait David tout à l'heure, soit vous faites un LOA, ou une LLD, un peu comme les voitures. Comme les voitures, c'est ça. Voilà. Donc, mais non, après la maintenance, c'est vrai comme les machines en général, on les recycle assez rapidement. Moi, j'ai pas de notion de maintenance particulière chez nous, non. Mais je pense que là, pour le coup, moi, je démarre là-dedans. Alors, je pense que finalement, Jean-Michel Corret, il aura plus de réponses que moi là-dessus. Moi, je dirais, il y a l'élément fragile de la machine d'échographie, c'est la sonde. Et donc, il faut à tout prix bien vérifier le contrat de maintenance et qui couvre la sonde d'échographie et de bien vérifier qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qui n'est pas inclus précisément dans le contrat de maintenance pour la sonde d'échographie. La machine d'échographie en elle-même, c'est un ordinateur.
Aujourd'hui, c'est extrêmement fiable dans notre pratique. Et puis, mais par contre, la sonde d'échographie, c'est l'élément fragile, elle est cognée, et tout de suite, il y a quelques cristaux qui ne fonctionnent plus. Et ça peut être reproché en cas de litige ou de procédure. Donc, je crois que ce qui est très important, c'est de bien vérifier les conditions du contrat de maintenance pour la sonde d'échographie et pour la machine aussi. Mais retenez que la sonde ou les sondes sont vraiment l'élément fragile. Question très importante. Alors, je ne dis pas ça parce que ça vient de Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, et que c'est peut-être mon médecin généraliste, je ne sais pas, c'est anonyme. Mais la question est importante parce que là, on parle de cotation. Est-ce qu'il y a une cotation CCAM pour une échographie faite par un généraliste? Comment ça se passe en termes de cotation? Cotation, pas cotation? Alors, en termes de cotation, en fait, techniquement, n'importe quel médecin peut coter un acte d'échographie. Après, c'est entre lui et sa conscience professionnelle. J'ose espérer que les médecins généralistes français sont suffisamment professionnels pour ne pas coter des actes qu'ils ne maîtrisent pas et dont ils ne sont pas capables d'assurer la qualité. Mais à partir du moment où ils ont fait une formation, à partir du moment où ils sont formés sur la qualité. Et qu'ils répondent, que leur acte d'échographie répond à des normes de qualité pour pratiquer un examen d'échographie. Donc pour une échographie des voies urinaires, les deux reins, la vessie, éventuellement les organes annexes qui vont avec, qui sont au niveau anatomique, qui sont proches. Ça respecte vraiment des critères bien particuliers qu'on peut retrouver dans la Société française de radiologie qui a édité des recommandations là-dessus. Oui, on peut coter un acte, mais c'est vraiment des actes par type d'examen. Ce n'est pas un acte pour le médecin généraliste. Il y a eu une grosse confusion là-dessus il y a quelques années avec le fameux acte échographie au chevet du patient, où il y a eu une malentente entre la sécurité sociale et les médecins généralistes. Beaucoup de médecins généralistes se sont mis à coter cet acte, alors qu'en fait cet acte était vraiment réservé pour les hospitaliers, donc dans des structures de soins bien particulières, mais il n'y a pas d'acte d'échographie pour le médecin généraliste. Vous cotez ou pas? Non, moi je cote pas. Je me sens pas prêt à ça. Après, encore une fois, moi je fais mes formations avec la 2FM. Il y a des formations spéciales nomenclature. Faut savoir qu'avec la CNAM, le diable est dans les détails, on le sait tous. Donc il faut vraiment se former aussi à la nomenclature de l'échographie. C'est vraiment parce que par exemple, diagnostic de phlébite, il n'y a pas de cotation, ça n'existe pas. Donc là-dessus, c'est pas cotable, par exemple. Quelques questions? Alors, oui, dites-moi. Si je peux rajouter quelque chose sur la cotation, je crois que ce qui est important, c'est de respecter les recommandations. Et la recommandation, c'est quand on fait un examen échographique et non pas échoscopique, il faut donner aux patients les images qui sont bien sélectionnées, qui doivent comprendre l'ensemble des organes qui font partie de l'exploration, et le compte-rendu. Et je vous rappelle que dans le compte-rendu, il y a 3 parties ou 4 parties typiquement. Le contexte, la façon dont l'examen a été fait, c'est-à-dire la technique, une description précise des différents éléments de la sémiologie radiologique ou échographique qui a été utilisée, et une conclusion. Et donc ces 4 parties doivent figurer absolument dans le compte-rendu. Le compte-rendu doit être mis aux patients. Et bien entendu, en cas de procédure ou de litige, il faut savoir que la société, ou disons que le système judiciaire va demander quelle est la légitimité ou la formation qui accompagne évidemment la réalisation de cet acte. Mais un médecin qui est formé, correctement formé, peut coter évidemment, et ça je ne peux pas dire le contraire, au contraire, je suis tout à fait d'accord. Ça rejoint un petit peu, mais pas que peut-être. On a pas mal de questions sur les implications réglementaires, les obstacles réglementaires inhérents à la pratique en médecine générale. Les obstacles réglementaires, pour moi, il n'y a pas d'obstacles. Ou les implications réglementaires, bon là on en a une. Disons que, comme l'a dit le professeur Correas, les implications réglementaires, les obstacles, ce qu'on peut appeler éventuellement des obstacles, mais moi je ne le vois pas comme tel, c'est plutôt effectivement le côté organisationnel avec effectivement le compte-rendu qui doit être donné au patient. S'il n'est pas donné au patient, lui demander son accord pour le mettre éventuellement sur son dossier médical partagé. Moi je gagne beaucoup de temps comme ça en mettant directement les comptes-rendus et les images sur le DMP plutôt que de les imprimer et de perdre. C'est très consommateur en encre. On va essayer d'avoir une petite conscience écolo et donc de mettre tout ça directement sur le DMP, ça fait gagner du temps, mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment d'obstacle
réglementaire. Il faut prévenir l'assurance, Oui. le CRCP, mais il n'y a pas. Alors, ça dépend. Pas de surprise, Il y a pas, alors, ça dépend lesquels, paraît-il. Mais, enfin, la mienne, c'était 0 surprime. D'accord. Donc, la seule comment dire, exigence de leur part. Mais c'était vous ne marqué cotez pas. Non, pour l'instant, je ne cote pas. C'était exclusion des échographies fœtales. Mais ça, on sait tous pourquoi. Hein. Oui. Oui, effectivement, si on peut penser à des obstacles, oui, effectivement, l'histoire de l'assurance peut en être un quand on fait de l'obstétrical, des actes gynéco-obstétricaux, surtout obstétricaux en l'occurrence. Mais en dehors de ça, effectivement, il n'y a pas de surcote. Moi non plus, j'ai pas eu de surcote. Mais il faut les quand avertir. j'ai prévenu. Mhm. Question pour vous d'un internaute de Bordeaux. Quel impact l'intégration de l'échographie a-t-elle eu quand même sur votre temps moyen de consultation? Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Non, me concernant, ça n'a rien changé. Vous faites... Puisque de toute façon, j'ai déjà poussé les murs, donc je ne peux pas les pousser plus qu'ils le sont déjà. Donc, comme effectivement à Évreux, il y a, voilà, les volumes des patientèles, c'est entre 1500, 2500, voire 3000 patients par médecin traitant. Là-bas, ça n'a pas changé grand-chose. On ne peut pas faire plus. Donc, en fait, non, ça n'a pas changé. Mais encore une fois, ça n'a pas changé parce que j'ai changé de façon de faire les choses. Initialement, je redonnais des rendez-vous. Maintenant, non, pour l'instant, je continue à me former, je continue en fait à faire des formations de FMC. Je réfléchis d'ailleurs au DU, hein, mais c'est vrai que c'est plus difficile à mettre en place. Oui. Mais ça m'intéresse quand même. Mais non, ça n'a pas changé, non, ça n'a rien changé. Alors, on reste dans l'organisation du temps, hein, la formation, mais OK, ça c'est une chose, une première chose. Mais une fois que vous avez votre propre appareil, comment ça se passe là? Il faut un temps d'adaptation, il faut un temps de maîtrise de l'appareil ou... Non, faut pas. Non, parce que le commercial, il vous monte. Puis de toute façon, quand vous faites vos formations continues ou même j'imagine en DIU, de toute façon, vous essayez plein d'appareils. Donc à un moment donné, c'est comme une voiture. Hein, que vous conduisiez une Peugeot, une Renault, une BMW ou je sais pas quoi. Voilà, maintenant, il faut y aller. Il faut citer au moins 3 marques. C'est vrai. Voilà. Bah voilà, ça change à rien. Vous saurez conduire de toute façon votre voiture. Donc voilà. Alors il y a des spécificités. Je dis pas le contraire. Il y a des appareils qui sont plus ou moins compliqués, plus ou moins ergonomiques, mais de toute façon, voilà, on s'en sortira, quoi. J'en reviens juste sur l'organisation au cabinet. Moi, ce que je dis aux étudiants internes à qui je donne des enseignements d'échographie, on ne peut pas être médecin généraliste et pratiquer de l'échographie si on a une organisation pour faire de l'abattage. Avoir des patients toutes les 5-10 minutes, ce n'est pas possible. Pour faire de l'échographie, il faut se donner le temps. Alors, je vais faire crier ma déléguée. La question, c'est quoi le temps? Enfin, c'est quoi le temps d'une consultation? Un examen d'échographie, alors j'imagine qu'une bursite, ça doit aller vite, mais un problème digestif, par exemple, ça va être quoi, 5 minutes, 10 minutes? Clairement, si on a l'habitude de faire des consultations de 5-10 minutes, c'est pas possible. Non, mais je ne parle pas de l'habitude, je dis ça rajoute quoi comme temps de c'est très variable, ça dépend de la façon de t'organiser au cabinet. Et moi, je vais faire crier ma déléguée d'assurance maladie, mais je prends beaucoup de temps, j'ai des créneaux de décharge pour rattraper mes retards. C'est bien ça. La question qui était posée tout à l'heure, je pense, c'était ça, c'est plus, ça te prend combien de temps en plus quand tu fais une échographie à une consultation normale? Là, si ta consultation, elle fait un quart d'heure, une fois que tu as fait ton échographie, tu es passé à quoi? À 16 minutes, à 20 minutes, à 25 minutes? Moi, rien. On rattrape peut-être du temps sur le temps de questionnement. Non, même pas, parce que de toute façon, moi j'ai des créneaux de 15 minutes comme tout le monde, mais j'ai une optimisation massive en fait du temps de consultation, c'est-à-dire tout est ultra informatisé. J'écris pas les ordonnances, tout est sorti en un clic. Enfin, je gagne énormément de temps sur des consultations où il y a des médecins qui vont passer 5 minutes à utiliser l'ordinateur, faire la paperasse. Enfin, tout est optimisé. Mon outil de travail est optimisé et je continue à l'optimiser. Donc en fait, moi, ça n'a pas changé grand-chose. Après, j'ai peut-être une particularité sur ce plan-là, hein, mais non, ça n'a pas changé. Allez, une autre question. Quelle est la courbe d'apprentissage pour un médecin généraliste n'ayant jamais utilisé d'échographe? Alors c'est très variable, il y a des publications qui sont tombées, qui sont sorties depuis les années 90 là-dessus. Alors l'OMS, déjà, je crois que c'était une publication de 99, disait qu'il fallait faire à peu près une 50aine d'actes
50 fois le même acte pour pouvoir dire que le médecin maîtrise cet acte. Je pense que c'est très variable d'un individu à l'autre. Ça dépend aussi de l'acte, du type d'acte. Clairement, entre un anévrisme de l'aorte abdominale et effectivement faire une échographie de l'épaule, il y a tout un monde, quoi. On fait pas, c'est pas 50 actes d'échographie de l'épaule qui permettront de bien maîtriser l'échographie de l'épaule. Donc c'est très variable du type d'acte. Interprétation des images avec intelligence artificielle. Point d'interrogation. Fiabilité, point d'interrogation. Je l'attends avec impatience, cette intelligence artificielle. Je pense que toi aussi. Et je pense que d'ailleurs, tu l'utilises déjà beaucoup dans ta pratique, beaucoup plus que moi, puisque j'avais comme écho que les radiologues utilisaient beaucoup. En fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça permet d'améliorer la qualité de l'image. On travaille de plus en plus à la reconnaissance automatique des organes, à la labellisation automatique des images. C'est-à-dire que quand on arrive sur le rein et qu'il y a le foie en face, automatiquement, on va avoir le label rein droit qui va s'afficher. À la mesure automatique des organes, mais on n'en est pas du tout au stade diagnostic de la boule qu'on a trouvée dans le foie. Autre question qui intéresse beaucoup nos internautes, c'est par quel type d'échographie on commence à pratiquer? Est-ce qu'il y a des choses plus simples que d'autres? Abdominales, cervicales, musculo-squelettiques? Non, en général, c'est l'abdominal, tout simplement parce que c'est là où il y a la plus grosse demande en clinique. Oui. La douleur abdominale aiguë au cabinet, c'est quelque chose de très très fréquent. Très courant. Et avec un degré d'incertitude clinique qui est énorme. Je parlais tout à l'heure de diagnostic de situation. L'un des principaux diagnostics de situation en médecine générale, ce que je disais, c'est la douleur abdominale aiguë. Est-ce que d'expérience, là, depuis quelques mois que vous pratiquez, il y a des choses un peu plus récurrentes que d'autres? Non, il a raison. Je pense que oui, c'est vraiment l'échographie abdominale qui est intéressante. Après, chez nous, il y a tellement plus personne qu'on on a tout. Donc, je ne veux pas dire qu'il y ait plus de demandes sur l'abdo que sur le musculo-squelettique, c'est pas vrai. Parce qu'à la moindre déchirure musculaire, de toute façon, comme il n'y a personne pour les recevoir... C'est quoi? C'est la Normandie, donc, qui est devenue un désert. C'est l'Eure. Non, mais un vrai désert. Non, mais en plus, le problème de l'Eure, c'est le premier département sous-médicalisé en termes de démographie de spécialistes et quatrième en termes de généralistes. Donc, en fait, arrive chez le généraliste tout ce qui ne va plus chez le spécialiste parce qu'il n'y a plus de spécialistes. Quand je dis il n'y a plus, je caricature un peu, mais c'est vraiment difficile, c'est vraiment compliqué. On comprend mieux votre démarche. Du coup, docteur Delsart, vous comprenez que votre confrère trouve un vrai intérêt. Ah oui. Oui, mais je pense qu'il trouve un vrai intérêt parce que ça le passionne. Oui, aussi. Faut pas oublier ça. Certainement. De toute façon, combien vous êtes dans ton village à faire de l'échographie? On va poser la question autrement. Si c'est vraiment un problème de localisation, on va dire que tous les généralistes en font. Ah oui, alors ça, je ne pourrais pas répondre à la question, mais j'en connais au moins 4 autour de moi qui font de l'échographie. Moins il y a de spécialistes, plus les spécialistes en médecine générale font de l'échographie. Ça, c'était une donnée qui est démontrée et qui était publiée. Est-ce qu'on a réussi quand même à vous donner quelques arguments, puisqu'on arrive presque au terme de cette émission? Moi, je retiendrai comme argument l'argument de base, la formation. Ouais. Si ça rentre dans le cursus comme examiner, faire des examens cliniques, faire n'importe, ça ne posera aucun problème. Ceux qui vont s'installer, ils s'installeront, ils achèteront un ordinateur et un échographe, forcément. Après, je pense que les médecins installés, il faut vraiment avoir la fibre et avoir envie parce qu'il y a tellement de formations à faire, tellement de temps à dégager pour se tenir au courant. Il n'y a plus de spécialistes, donc si on ne veut pas être trop mauvais dans certaines spécialités, on ne peut pas tout faire. Tout. Et il faut faire des choses qu'on aime bien et qu'on sait faire et qu'on sait faire correctement. Qu'on maîtrise. Donc il faut en laisser pour tout le monde. Mais je pense qu'il peut y avoir des généralistes. Qu'il y en a pour tout le monde à l'heure actuelle. Ce que je veux dire, c'est je pense qu'il y a peut-être des généralistes qui vont être passionnés plus à la limite par l'échographie et que ça va et on peut leur envoyer. Enfin, moi j'ai des copains généralistes qui sont spécialisés dans des trucs, je leur envoie, ils vont pas voir le spécialiste. Pourquoi pas la même chose Non, et puis c'est pas parce qu'on fait de l'échographie qu'on est un meilleur médecin généraliste qu'un médecin généraliste qui fait pas d'échographie. Faire de l'échographie ne rend pas meilleur, c'est un outil. Un outil supplémentaire. Un outil supplémentaire. Mais on peut être un très bon médecin généraliste, évidemment, sans faire de l'échographie. Et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, tant qu'il n'y aura pas l'échographie dans la formation initiale des médecins, tout comme ça l'est en Allemagne, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis ou dans plein d'autres pays occidentaux, c'est clair qu'on aura un train de retard et qu'on aura du mal à lancer.
Mais caser un DIU, enfin un temps d'horaire de DIU pendant toutes ces études d'échographie, ou caser un temps d'horaire de DIU une fois qu'on est installé, qu'on fait 55 heures par semaine, c'est pas la même chose. Hein. Ouais. Alors, le problème, c'est que les DU ne s'adressent pas aux étudiants. La formation, quand je dis la DU, formation aujourd'hui, L'équivalent voilà. en temps Après, il y a consacré. un petit examen à passer, et puis on est validé, on n'en parle plus. Non, mais on peut re-questionner toute la biochimie, toute la biophysique, qui sont des énormes paquets en première et deuxième année, et qui sont des connaissances qui ne seront pas utilisées par 80% des médecins. Donc, Allez, le mot de la fin, professeur Correas, Bah, en tant que écoutez, radiologue. en tant que radiologue, je dirais la formation et encore la formation, parce que c'est vraiment le cœur. Et la Société européenne d'échographie a donné d'ailleurs des volumes d'examens, et ça varie entre 100 et 1000 examens par organe pour être considéré comme formé. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Oui. Et encore une fois, l'échographie, c'est un examen qui est difficile et qui est en plus réalisé avec des machines, disons, de moyenne gamme par rapport au très haut de gamme. C'est encore un peu plus difficile. Et ça, on ne le prend pas toujours en compte. Donc je pense que c'est vraiment une étape très importante. Mais on retient ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que sur un certain nombre de patients, ça peut déjà permettre d'éviter des examens supplémentaires et d'aller un peu plus vite dans une prise en charge. Absolument, et je pense que limiter le nombre d'examens normaux qui arrivent chez le radiologue, c'est tout au bénéfice, du patient d'abord, du médecin généraliste et du radiologue. Eh bien, un grand merci. On arrive presque au terme de cette émission. J'ai encore un petit peu d'informations à vous donner. En tout cas, je voudrais remercier infiniment nos intervenants, Dr Corner, Dr Delsart, Professeur Correas et Dr Debante. Merci à vous. Il est temps de nous quitter. Je vous invite à vous connecter sur le site eco-doc.com. eco-doc.com, la plateforme dédiée aux médecins généralistes en quête d'exploration et d'expertise en échographie. Alors vous y trouverez des articles, des vidéos pour vous accompagner dans votre pratique. Merci aux équipes d'Axis TV pour leur soutien technique lors de cette émission. Merci évidemment à G-Healthcare pour l'initiative de cette belle émission et de ce beau sujet qui sera disponible d'ailleurs en replay sur le site du LEN et sur ecodoc.com. Et bien sûr, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis, accordé du temps et de l'attention. À très bientôt.